Vous voulez entendre des histoires vraiment effrayantes? Aujourd'hui, vous allez découvrir la mort qui se cache sous terre. Pourquoi vous devriez craindre les morts et comment des gens ont réussi à faire le tour du monde en utilisant de la graisse humaine comme carburant. C'est parti! On a appelé ça l'été noir. Pendant plus de 9 mois, de juillet 2019 à mars 2020, des feux de forêt ont fait rage en Australie. Vous vous souvenez peut-être en avoir entendu parler aux infos, car c'était vraiment désastreux. L'Australie a été touchée non pas par quelques dizaines ou centaines de feux, mais par 15 000 incendies. Les incendies sont pas rares en Australie, mais même pour ce pays, ça dépassait les bornes. On n'avait jamais rien vu de tel. Certains jours, les incendies ont été si violents et erratiques qu'ils ont dépassé les prévisions du pire scénario élaboré par le programme informatique des pompiers. Environ 186 000 km² de terre ont brûlé, soit plus de 2,5 fois la superficie de l'Irlande et à peu près celle de la Syrie. Imaginez ce que ça représente. En plus de brûler le sol, les incendies ont détruit environ 3500 maisons et causé la mort de 3 milliards d'animaux. Ça rappelait l'enfer, ou du moins l'apocalypse. C'est ainsi qu'on la dépeint habituellement. Vous savez quand tout est en feu, que les animaux meurent par milliers et que même le ciel n'est plus bleu. Certaines régions d'Australie étaient littéralement jonchées de carcasses d'animaux et il était impossible de faire ne serait-ce que quelques mètres sans tomber sur une nouvelle carcasse. Pour 1000 carcasses de koalas, de kangourous et d'oiseaux, les sauveteurs trouvaient un koala encore vivant. Vous imaginez l'ampleur de la catastrophe? Même les animaux qui avaient réussi à survivre au feu sont morts de faim après. Et il fallait faire quelque chose de toutes ces carcasses. Les autorités ont ordonné de creuser des fosses communes, du moins pour le bétail, afin de limiter les risques sanitaires. Mais même si on enterre les animaux morts, on s'en débarrasse pas vraiment. Les ossements sont toujours présents, sous la terre, une incroyable quantité d'ossements, partout. Imaginez, où qu'on aille, on se trouve au-dessus d'un énorme cimetière. En fait, l'idée d'enterrer les animaux morts n'est pas des plus brillantes. Et pas seulement parce que les alentours se transforment en cimetière. Certes, le fait de laisser les carcasses pourrir à l'air libre peut constituer un vrai danger sanitaire. Mais les carcasses peuvent aussi servir de nourriture aux prédateurs, ce qui les détourne des herbivores restants et permet à ces derniers de survivre. De plus, les carcasses permettent de nourrir les pollinisateurs qui contribuent à la régénération des terres après un incendie. Vous pensiez quand même pas que les guêpes qui volent de fleur en fleur manqueraient l'occasion de manger de la viande, si? Une carcasse contient tellement de nutriments utiles au sol qu'il se forme un halo de verdure autour d'elle, qui peut persister pendant plusieurs années. Ça a l'air très positif pour les terres qui ont été endommagées par le feu. En outre, l'enfouissement pose un grave problème. S'il est mal fait, ça peut polluer les eaux souterraines, ce qui pose un risque mortel non seulement pour les animaux survivants, mais aussi pour les personnes. Et il existe encore d'autres risques, moins évidents. Certains animaux de ferme ont survécu aux incendies, mais ils ont été si gravement blessés qu'ils ont dû être euthanasiés. Bien sûr, c'est ce qu'on a fait, il n'était plus possible d'aider ces pauvres animaux. Il fallait mettre fin à leur souffrance. De manière surprenante, l'euthanasie rend l'enterrement d'un animal plus délicat que la mort naturelle. Je vais vous expliquer. La plupart des animaux domestiques sont euthanasiés à l'aide d'un agent anesthésique extrêmement concentré, qui est indolore et rapide. Mais cet agent persiste dans le corps et il demeure actif, même dans un cadavre enterré 1 an auparavant. Maintenant, imaginez, les vétérinaires ont dû euthanasier environ 4000 animaux de ferme touchés par les incendies. Certaines de ces pauvres bêtes seront sûrement déterrées par des charognards, qui vont s'empoisonner à leur tour. Oui, les médicaments utilisés pour l'euthanasie peuvent bel et bien tuer un animal qui se contente de ronger des os enterrés. Steve et moi avons réussi à trouver au moins un cas de ce genre. 2 chiens ont déterré les os d'une vache qui avait été euthanasiée des mois auparavant. L'un des 2 est mort immédiatement et l'autre est resté dans un état très grave pendant plusieurs jours. Pour être honnête, j'avais jamais réfléchi à ce risque. Les chances que quelqu'un soit empoisonné par les os d'un animal euthanasié sont faibles, mais pas nulles. Un autre inconvénient de l'enfouissement est que des maladies dangereuses peuvent se trouver dans la carcasse et qu'elles sont ensuite propagées par les chats, les renards et tout autre animal attiré par l'odeur des carcasses pourries.
Vous vous souvenez des halos de verdure autour des carcasses? Il ne s'agit pas que de belles herbes vertes et de fleurs, mais aussi de mauvaises herbes qui se propagent à une vitesse hallucinante. Bon courage pour s'en débarrasser. Parmi les insectes qui se nourrissent de carcasses, il existe plusieurs espèces qui font plus de mal que de bien. Par exemple, des guêpes qui exterminent les autres insectes. En outre, s'il n'y a pas assez de charognards, les carcasses peuvent rester intactes plus longtemps que prévu, ce qui signifie que les chances qu'une infection se développe à l'intérieur augmentent. Enfouir les corps, c'est comme entasser des déchets dans une décharge. La décomposition est lente et ne crée rien d'utile. Mais alors, que faire? Enterrer les carcasses semble dangereux. Ne pas les enterrer aussi. Alors, que faire des animaux morts? Eh bien, il existe une alternative. On peut composter les carcasses. Je sais, ça a l'air un peu dégoûtant, mais le compostage accélère la décomposition, de façon respectueuse de l'environnement. Le compostage tue la plupart des agents pathogènes au lieu de les abriter sous terre. Il supprime également les odeurs nauséabondes et il n'attire pas les charognards. Et la matière ainsi obtenue est un fertilisant efficace. Mais le compostage prend beaucoup de temps et il exige un respect strict des directives. Il faut une température et une humidité précises pour s'assurer que tous les agents pathogènes sont détruits et qu'aucune odeur n'est émise. Mais le plus intéressant, c'est que le compostage ne fonctionne pas que pour les animaux morts, mais aussi pour les humains. C'est une pratique encore plus controversée, mais qui a ses avantages. La population de la planète augmente, et il y a de moins en moins de place pour créer de nouveaux cimetières. Les cimetières existants manquent eux aussi d'espace, et les emplacements libres coûtent très cher. La crémation semble être une alternative plausible, mais c'est pas aussi simple que ça. Chaque crémation libère environ 50 kg de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ainsi que des toxines nocives. Environ 170 800 personnes meurent sur Terre chaque jour, et si on se met à toutes les incinérer, la planète risque fort d'asphyxier. L'enterrement par compostage règle ces problèmes, et c'est loin d'être aussi terrible et barbare qu'on l'imagine. Tout d'abord, le corps est placé dans un récipient contenant un mélange de terre, de copeaux de bois, de paille et de luzerne. Lorsque la décomposition commence, l'activité microbienne crée de la chaleur. Ça accélère la réaction et ça élimine les germes. Après quelques temps, 4 semaines environ, le défunt s'est transformé en 760 litres de terre riche en nutriments, dont une partie est rendue aux proches pour pouvoir créer un jardin commémoratif ou autre cérémonie. Ou pour des projets d'aménagement paysager, bien sûr. En comparaison, il faut plusieurs centaines d'années avant qu'une tombe ordinaire puisse être réutilisée. Et surtout, ça coûte moins cher qu'un enterrement classique, pour de nombreux avantages. Plus cette pratique se répandra, plus elle deviendra abordable. C'est le schéma standard, la loi du marché. Au fait, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger, car le compostage n'est pas la seule façon de recycler un cadavre. Ça peut sembler bizarre, mais les os d'animaux constituent un combustible décent. Certes, ils sont principalement formés de calcium qui ne brûle pas, mais environ 10% de la matière osseuse est faite de graisse, qui peut servir de carburant. Il faut commencer par faire brûler du bois afin de chauffer les os, mais après, le feu fait fondre la graisse, et celle-ci sert de combustible. De la chaleur est libérée, et voilà, ainsi que de la fumée, mais il paraît que ça ne sent pas aussi mauvais qu'on pourrait le croire. L'important est de s'en tenir à distance, sinon les vêtements risquent de puer pendant quelques jours. Enfin, ce genre de choses ne dérangeait sans doute pas nos ancêtres. De nombreuses preuves archéologiques indiquent que les peuples anciens utilisaient des os d'animaux comme combustible, surtout dans les zones de toundra où les arbres sont rares. Des fouilles ont montré que les groupes de chasseurs-cueilleurs qui vivaient en Europe centrale et orientale il y a 20 à 30 000 ans étaient spécialisés dans l'abattage des mammouths. Ils mangeaient la viande des mammouths. Os et défense servaient de matière première pour fabriquer des outils et des bijoux, et on les utilisait aussi avec la peau pour construire des habitations. Et pour se chauffer, en les plaçant dans des feux. L'homme a peut-être bien été l'une des principales causes de l'extinction des mammouths. Le changement climatique et le manque de nourriture ont joué aussi, bien sûr, mais les humains auraient bien pu faire la différence. À force de surexploiter les géants laineux, ils ont tout simplement fini par manquer de mammouths. Bien sûr, l'homme moderne a besoin de beaucoup plus de ressources énergétiques
que nos lointains ancêtres, et brûler des os ne suffirait pas à satisfaire tous nos besoins. Même si on utilisait les os des 3 milliards d'animaux morts dans les incendies, même s'il y avait eu des mammouths parmi eux. Mais on envisage d'utiliser de la graisse humaine pour faire le plein des voitures. On se sert déjà de biodiesel, qui est un carburant fabriqué à partir d'huile de soja, de colza ou autre huile végétale. On le fabrique aussi à partir de graisse animale, ce qui signifie que la graisse humaine ferait l'affaire. En 2007, un bateau écologique appelé Earth Race a battu un record en faisant le tour du monde en moins de 61 jours. Ça a été en partie rendu possible par la graisse. 3 personnes ont subi une liposuction pour ce défi. Leur graisse a permis au bateau de parcourir près de 14,5 km. C'est pas beaucoup en termes de circumnavigation, mais c'était clairement une expérience unique. Et en 2008, un chirurgien esthétique de Beverly Hills a affirmé qu'il produisait du biodiesel à partir de la graisse qu'il liposuçait de ses patients. Quand le département de la santé publique l'a appris, le chirurgien a dû quitter rapidement la Californie pour l'Amérique du Sud. Et bien qu'il n'y ait aucune preuve que ce docteur ait bien fait une telle chose, en théorie, il aurait pu. Ou il aurait pu créer une savonnerie. Il existe un tel projet expérimental. La graisse la plus riche et la plus onctueuse du monde. Mais revenons à l'Australie. J'espère que vous n'avez pas oublié ce dont on parlait au début de la vidéo. Ce pays est devenu un leader en matière d'extinction des animaux sauvages. L'Australie a perdu 34 espèces de mammifères depuis la colonisation. C'est à peu près autant que l'ensemble du reste du monde au cours des 200 dernières années. Tout a commencé avec la chasse, l'urbanisation rapide et le développement de l'agriculture. La situation s'est aggravée à la suite de l'importation de chats, de lapins et de rats. Et puis le gouvernement a encore aggravé la situation. Dans les années 1800, des lois ont d'abord encouragé, puis rendu obligatoire l'abattage des marsupiaux indigènes. Tout ça dans le but de lutter contre la concurrence pour la nourriture entre le bétail et ces marsupiaux. Bientôt, le gouvernement s'est mis à payer pour l'abattage des dingos et des renards. Entre 1877 et 1930, plus de 27 millions d'animaux ont été tués dans le Queensland. À la suite de ça, cette folie s'est enfin arrêtée. Mais l'extinction d'espèces entières était inévitable. Aujourd'hui, la situation ne cesse d'empirer, même si on a cessé d'exterminer purement et simplement les animaux. Défrichement, dégradation des habitats, feux de brousse, pression exercée par les espèces invasives. Les causes sont nombreuses. Même des espèces autrefois communes ont disparu. Et les feux de l'été noir n'ont fait qu'aggraver une situation déjà difficile. Comme je l'ai déjà dit, les animaux sauvages sont pas les seuls à avoir été touchés par ces terribles incendies. Pour comprendre l'ampleur des pertes de bétail, voici quelques exemples. Un éleveur et sa famille ont dû fuir la ville de Koryong lorsque les feux l'ont atteinte. À leur retour, ils ont découvert que 11 de leurs vaches étaient mortes et que d'autres étaient si gravement blessées qu'elles avaient dû être euthanasiées. Un autre éleveur a vu au moins 30 de ses 400 vaches tuées par le feu. Dans les fosses communes, outre des vaches, il y avait aussi des kangourous morts dans des fermes ou à proximité. Ça fait peur, mais pas autant que ce qui s'est passé sur l'île Kangourou, au large de la côte sud de l'Australie. Avant l'été noir, c'était un véritable paradis pour les animaux sauvages, un aimant à touristes et un centre agricole. Le feu a détruit environ la moitié de l'île et les réserves naturelles ont été réduites en cendres. Les éleveurs locaux ont aussi été touchés par la catastrophe. L'un d'eux a enterré plus de la moitié de ses 9000 brebis. Il les a enterrées dans des fosses communes. Ça me fait peur rien que d'imaginer un si grand cimetière pour animaux. Mais tant d'animaux sont morts en Australie depuis la colonisation du pays que de tels cimetières ne devraient plus surprendre personne. Les lapins par exemple. Tout le monde connaît l'histoire. Les colons les ont amenés pour avoir de la viande. Mais les lapins ont réalisé qu'ils se sentaient comme chez eux en Australie et ils se sont mis à se reproduire à un rythme catastrophique. En conséquence, le pays a été confronté à une invasion de lapins qui ravageait les pâturages. Il a fallu régler le problème de toute urgence. Les lapins ont été exterminés avec tous les moyens disponibles. Je ne serais pas surpris qu'un jour les scientifiques nous apprennent que l'Australie n'est qu'un immense cimetière de lapins. Mais jusqu'à présent, il n'existe qu'un seul mémorial installé par des militants des droits des animaux en souvenir de ces terribles événements. Et les lapins ne sont pas les seuls animaux qui posent problème en Australie. Il y a aussi les dromadaires.
Apparemment, bientôt, il y aura des dromadaires enterrés partout, car comme les lapins, ils sont considérés comme une espèce invasive. Les ancêtres des dromadaires australiens modernes ont été introduits par des colons qui les utilisaient à des fins personnelles, et les dromadaires se sont bien plu sur leur nouveau territoire. Aujourd'hui, c'est là que vit le plus grand troupeau de dromadaires sauvages du monde. On estime leur population à 300 000 individus. Et tous ces animaux doivent se nourrir. Ainsi, les dromadaires deviennent des nuisibles, car ils font plus de mal que de bien. Résultat, on les extermine. Le plus souvent, des snipers les abattent depuis des hélicoptères, les tuant par milliers. En 2012, environ 75 000 dromadaires ont été abattus en Australie. Et du point de vue du gouvernement, c'était parfaitement éthique. Le dromadaire n'étant pas une espèce indigène, on peut s'en débarrasser. Mais il y a un problème. Les espèces endémiques d'Australie, dont les kangourous, sont les plus touchées par ces purges. J'ai déjà mentionné que tuer des kangourous était autorisé et même encouragé par la loi. Mais vous ne savez pas tout. En 10 ans, on a abattu en Australie 31,5 millions de kangourous, le plus important abattage à des fins commerciales d'animaux sauvages terrestres au monde. Le plus important au monde. C'est une situation très inhabituelle. Les kangourous, comme tous les animaux sauvages indigènes, sont protégés. Les tuer constitue un crime, mais ça n'arrête pas les gens. Les éleveurs affirment que les kangourous détruisent les clôtures, qu'ils sont dangereux pour les voitures et qu'ils entrent en concurrence avec leurs moutons et leurs vaches pour la nourriture et l'eau. Les kangourous nuiraient même à la terre et à la biodiversité. Je sais pas comment c'est possible, étant donné que personne n'a amené les kangourous en Australie. Toujours est-il qu'on continue à tuer des kangourous. Les gens croient que c'est justifié, voire bénéfique pour les autres espèces. Mais on peut pas faire porter le chapeau aux kangourous. C'est pas eux qui dérangent les humains, c'est nous qui étendons notre influence et qui privons les kangourous de leur habitat. Bien sûr, ils font concurrence aux moutons et ils se promènent parfois sur la route. Que peuvent-ils faire d'autre? Il y a des humains et des fermes littéralement partout. Tout ça est bien triste, et l'Australie regorge d'ossements d'animaux qui y sont morts. C'est pas toujours la faute des humains, et les cadavres ne sont pas toujours dangereux. En fait, la croyance selon laquelle tout cadavre constitue une menace potentielle n'est qu'un mythe. Les gens ont toujours craint la mort, et ils ont inventé de nombreuses superstitions à son sujet. Par exemple, vous avez dû entendre dire que les corps des victimes de catastrophes naturelles peuvent causer des épidémies. Mais il n'y a aucune preuve de ça. En outre, les scientifiques sont certains que les cadavres présentent un risque d'infection plus faible que les personnes vivantes. C'est logique, une personne morte ne risque pas d'éternuer sur quelqu'un d'autre. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les médecins et les scientifiques supposaient que les maladies se propageaient via l'air vicié. Les cadavres sentant mauvais, ça voulait dire qu'ils étaient potentiellement mortels. Cette croyance avait même son propre nom, la théorie des miasmes. Mais même une telle théorie a eu un effet positif. Grâce à elle, les gens ont commencé à utiliser activement les égouts car ils permettaient d'éliminer les mauvaises odeurs, donc les maladies. Mais il existe aussi des micro-organismes qui sont responsables de la décomposition. De nombreuses personnes pensent qu'ils sont également à l'origine de maladies. Pourtant, c'est pas le cas. Ces petits gars ne font rien de mal et ils ne sont pas pathogènes. La mort d'un grand nombre d'animaux peut tout de même entraîner des conséquences graves et à long terme pour les plantes. En se décomposant, les cadavres libèrent des gaz et un mélange de restes liquéfiés, de fluides corporels acides et de microbes. Le sol absorbe tout ça avec enthousiasme, car pourquoi pas? Mais si ça se produit en masse, la toxicité peut tuer les plantes, y compris les arbres. Bien sûr, les êtres vivants tués par des maladies représentent un danger pour les personnes, car ils sont toujours porteurs de l'infection. Et ils ne constituent pas seulement un danger immédiatement après leur mort ou dans les mois qui suivent, comme les vaches euthanasiées. Les fosses communes à animaux infectés continuent d'être source d'infection même 30 ans après l'abattage. Dans les années 1990, un foyer de maladie de la vache folle s'est déclaré au Royaume-Uni. On estime qu'à son apogée, 180 000 animaux ont été infectés, et ils sont tous morts. En raison de la capacité limitée des incinérateurs, plus de 6 000 vaches ont été enterrées dans des fosses communes sur près de 60 sites à travers le pays. Problème réglé? Mais des recherches plus récentes ont montré que la moelle épinière infectée n'avait pas été amputée avant l'enterrement, comme elle aurait dû l'être.
L'infection a donc pu s'infiltrer dans le sol via l'eau de pluie. De ce fait, les masses d'eau situées près des fosses pourraient être polluées. Conséquence, des eaux souterraines empoisonnées et le risque de voir apparaître de nouveaux foyers infectieux chez les vaches, avec possible transmission aux humains. Pour contracter la maladie de la vache folle, il suffit de manger du bœuf infecté. En bref, ces perspectives sont alarmantes, et on ne sait pas bien comment régler le problème. Et les zombies? Cette fois, rien à voir avec les vaches. Il s'agit de visons, et vous en avez peut-être entendu parler. Pour tenter de contrer la propagation du coronavirus, le Danemark s'est débarrassé de 17 millions de visons d'élevage. Tout ça parce que 12 personnes avaient été infectées par une souche mutée du virus qui était passée de l'homme au vison, puis à l'homme. On a donc décidé de jouer la sécurité. À l'époque, tout le monde était horrifié. Mais imaginez la réaction des gens quand les visons ont commencé à sortir de leur tombe. Plusieurs milliers d'animaux, enterrés sur un terrain d'entraînement militaire à environ 2 mètres de profondeur, se sont mis à ressortir du sol comme des zombies. Les scientifiques ont expliqué ça par des causes naturelles. À cause de la décomposition, les gaz accumulés dans le corps des visons les ont poussés vers le haut, le sol étant léger et les malheureux visons n'ayant pas été enterrés assez profondément. Bref, c'était pas une invasion de zombies. Pour régler ce problème de visons sortis de leur tombe, on a ajouté de la terre, bien qu'il ait été proposé de déterrer les animaux et de les brûler. Vous savez, c'est comme ça qu'on combat les mauvais esprits et le coronavirus. Médecins et chercheurs ont affirmé qu'il n'y avait aucun risque de contracter le coronavirus par des visons déjà tués et enterrés, même en tenant compte du fait qu'il y avait un lac à proximité. J'espère qu'ils avaient raison, car il existe des virus qui ont une patience infinie. Je ne parle pas de la maladie de la vache folle, bien que le prion soit sacrément tenace. Voici Pithevirus sibericum. Il appartient à la classe des virus géants. Il a été décrit en 2014 et il est le plus grand virus connu à ce jour. Mais sa taille n'est pas la chose la plus importante. Ce virus a été découvert dans le permafrost sibérien à environ 30 mètres de profondeur et il y était resté pendant 30 000 ans à l'état dormant sans infecter personne. Imaginez, ce virus géant était actif à l'époque où nos ancêtres du Paléolithique sculptaient des figurines de femmes dans la pierre. Puis, Pithevirus sibericum a tout simplement gelé et il serait resté profondément sous terre s'il n'avait pas été déterré et décongelé en laboratoire par des scientifiques français. Il s'est avéré que le froid n'avait eu aucun effet sur le virus et qu'il était toujours capable d'infecter des hôtes comme si de rien n'était. Après 30 000 ans. Parfois, le week-end terminé, j'ai déjà oublié comment on fait pour travailler. Et ce virus en est toujours capable après une si longue période. Les tests ont montré que le virus s'attaque aux amibes, qui sont des organismes unicellulaires, mais qu'ils n'infectent pas les humains ou les animaux. Ces tests ont été réalisés en 2014 et on n'a entendu parler d'aucune épidémie venue du Paléolithique supérieur, donc pour le moment, on peut se détendre. Mais ne baissez pas votre garde trop vite. J'ai pas besoin de vous dire que le permafrost fond progressivement, et qui sait combien de virus dormants il cache. Il est tout à fait possible que certains préfèrent les humains aux amibes, et qu'il n'ait pas besoin de laboratoire pour redevenir actifs. La bonne nouvelle est que tous les virus sont sûrement pas aussi coriaces et tenaces que Pithevirus sibericum. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a aucune idée des agents pathogènes qui pourraient se cacher dans le permafrost. On pourrait avoir de très mauvaises surprises. Un exemple simple. En 2016, une épidémie d'anthrax s'est déclarée dans une région de Russie connue pour son climat polaire. Comment ça a pu se produire au XXIe siècle? Eh bien, l'été avait été très chaud, le permafrost avait dégelé plus profondément que d'habitude et les cerfs ont ingéré de la terre contaminée par des bactéries tout en avalant des plantes. Environ 2000 cerfs sont morts, 72 personnes ont été hospitalisées, dont une est décédée. On en sait peut-être beaucoup moins sur les virus et les bactéries qu'on le devrait. Et à l'avenir, on va découvrir ce qui se cache réellement sous terre, pas seulement en Australie ou dans le permafrost. Et bien que ça puisse être effrayant, la nature est vraiment pleine de merveilles. À plus.